Quand ma sœur s'est fiancée, mes parents ont organisé un dîner somptueux. Quand je me suis fiancé, ma mère a dit « On fêtera ça quand ce sera officiel, si jamais ça l'est, alors je l'ai gardé secret. » 2 semaines plus tard, ils ont vu les photos du mariage. Dans une interview de magazine sur le lieu qu'ils n'auraient jamais pu s'offrir. Je m'appelle Ethan. J'ai 32 ans. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été le pilier de ma famille. L'enfant responsable. Celui qui a payé ses propres frais de scolarité en ayant 3 emplois à temps partiel. Celui qui n'a jamais demandé d'aide, n'a jamais exigé d'attention, n'a jamais causé de problème. Je pensais qu'être fiable signifiait que je serais valorisé. J'avais tort. Ma sœur, Jessica, a 28 ans. Elle a toujours été au centre de l'univers de nos parents. Quand elle a obtenu son diplôme universitaire, ils ont organisé une fête dans un country club. Quand j'ai obtenu mon diplôme, ils ont envoyé une voiture avec $50 à l'intérieur et une note qui disait « Fier de toi. Continue comme ça ». Quand elle a acheté sa première voiture, ils ont cosigné le prêt et ont aidé au versement initial. Quand j'ai acheté la mienne, j'ai payé comptant après avoir économisé pendant 2 ans. Et le seul commentaire de mon père a été « Il était temps que tu achètes quelque chose de fiable ». J'ai appris très tôt que mes réalisations étaient des notes de bas de page dans l'histoire de la vie de Jessica. J'ai arrêté d'attendre des applaudissements. J'ai arrêté d'attendre qu'ils me remarquent. J'ai construit ma carrière dans l'immobilier commercial discrètement, et je l'ai bien construite. À l'âge de 30 ans, je gérais les acquisitions pour une entreprise qui s'occupait de propriétés haut de gamme dans 3 États. Je gagnais bien ma vie. Je vivais dans un appartement propre et modeste. Je faisais profil bas. Jessica travaillait dans le marketing pour une boutique locale. Elle changeait d'emploi tous les 18 mois, se plaignant toujours de ses patrons, de ses collègues, des trajets. Mes parents hochèrent la tête avec sympathie pendant le dîner et lui assurèrent qu'elle méritait mieux. Quand j'ai mentionné une fois une négociation difficile au travail, ma mère a dit « Eh bien, c'est ce que tu as choisi, n'est-ce pas ?» J'avais cessé d'aller régulièrement au dîner de famille à l'âge de 29 ans. C'était plus facile ainsi. Moins de déception, moins de silence quand je parlais, moins de regarder Jessica illuminer la pièce pendant que j'étais assis dans le coin comme un meuble. Mais je me présentais toujours pour les anniversaires, pour les fêtes, pour les grands moments, parce que c'est ce que fait la famille. Du moins, c'est ce que je pensais. Il y a 3 mois, Jessica s'est fiancée. Son petit ami, Aaron, a fait sa demande dans un vignoble lors d'un week-end que mes parents avaient payé. Elle m'a appelé le lendemain, essoufflé d'excitation, et je l'ai félicitée. J'étais sincère. Je voulais qu'elle soit heureuse. Je l'ai toujours voulu. 2 jours plus tard, ma mère a appelé et m'a dit qu'ils organisaient un dîner de fiançailles pour Jessica au Waterford, un restaurant chic du centre-ville avec des nappes blanches et un menu à prix fixe qui coûte plus par personne que la plupart des gens ne dépensent en courses en une semaine. Ce sera une belle soirée, a dit ma mère. Nous avons invité 30 personnes, la famille proche et les amis. Jessica mérite d'être célébrée. J'ai dit que je serais là. J'ai acheté un cadeau. J'ai mis un costume. Je suis arrivé à l'heure. Le dîner était tout ce que ma mère avait promis. La pièce brillait à la lueur des bougies. Il y avait des fleurs sur chaque table, du champagne et des verres en cristal, un diaporama de photos de l'enfance de Jessica projeté sur un écran. Mon père s'est levé et a fait un toast sur la fierté qu'il ressentait, sur la chance qu'Aaron avait d'épouser une femme aussi merveilleuse, sur le fait qu'il avait toujours su que Jessica trouverait quelqu'un qui verrait à quel point elle était spéciale. Les gens ont applaudi. Jessica a pleuré. Ma mère rayonnait. J'étais assis à une table au fond avec 2 de mes cousins que je connaissais à peine. Personne ne m'a fait de toast. Personne n'a demandé comment j'allais. Quand Jessica m'a serré dans ses bras à la fin de la soirée, elle a murmuré « Merci d'être venu ». Et j'ai acquiescé parce que pouvais-je dire d'autre ? Je suis rentré chez moi ce soir-là, repensant aux paroles de mon père. J'ai toujours su que Jessica trouverait quelqu'un qui verrait à quel point elle était spéciale. La phrase pesait lourd dans ma poitrine, non pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle me laissait de côté. Dans une pièce remplie de célébrations, j'avais été invisible à nouveau. Je pensais que j'étais peut-être habitué. Je pensais que cela n'avait peut-être plus d'importance. J'avais tort. 3 semaines après le dîner de fiançailles de Jessica, je me suis fiancé moi-même. Elle s'appelait Julia. Elle était chef de projet pour une entreprise de design, vive et gentille,
avec un rire qui réchauffait les pièces. Nous sortions ensemble depuis 2 ans. Je savais depuis des mois que je voulais l'épouser, mais j'ai attendu d'être sûr qu'elle ressentait la même chose. Quand j'ai finalement fait ma demande, c'était calme et privé. Je l'ai emmenée au jardin botanique où nous avions eu notre premier rendez-vous, et je lui ai demandé devant l'étang au carpe koi pendant que le soleil se couchait derrière les arbres. Elle a dit oui avant que je finisse ma phrase. Nous avons décidé de l'annoncer à nos familles le week-end suivant. Les parents de Julia étaient ravis. Sa mère a pleuré et m'a serré dans ses bras. Son père m'a serré la main et a dit « Bienvenue dans la famille, mon fils ». Ils ont ouvert une bouteille de vin et nous sommes restés des heures à parler des dates, des lieux et des rêves. J'ai appelé mes parents le lendemain matin et je leur ai dit que j'avais une nouvelle. Ma mère a dit qu'il prenait un brunch ce dimanche-là et que je devrais passer. J'ai dit que je le ferais. J'ai emmené Julia avec moi. La maison sentait le café et le bacon quand nous sommes arrivés. Jessica était déjà là, assise à la table de la cuisine avec Aaron, faisant défiler quelque chose sur son téléphone. Mon père lisait le journal. Ma mère sortait une cocotte du four. C'était une scène dans laquelle j'étais entré une centaine de fois auparavant. Ethan, dit ma mère sans lever les yeux. Tu es en retard. Nous étions 5 minutes en avance. J'ai ignoré le commentaire et je me suis assis. Julia s'est assise à côté de moi, sa main chaude sur mon genou sous la table. J'ai attendu que tout le monde ait de la nourriture dans son assiette, puis je me suis éclairci la gorge. Julia et moi avons une nouvelle, dis-je. Jessica leva les yeux de son téléphone. Mon père plia son journal à moitié. Ma mère posa sa fourchette. Nous sommes fiancés, dis-je. Il y eut une pause. Pas le genre de pause qui précède la joie. Le genre qui précède le jugement. Mon père acquiesça lentement. Eh bien, félicitations. Jessica sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. C'est super, Ethan. Vraiment? Ma mère reprit sa fourchette et coupa ses œufs. Elle mâcha. Elle avala. Puis elle me regarda avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait nommer. On fêtera ça quand ce sera officiel, dit-elle. Si jamais ça l'est. Les mots tombèrent comme des pierres. La main de Julia se serra sur mon genou. Jessica baissa les yeux sur son assiette. Aaron se tortillait inconfortablement. Mon père ne dit rien. Je fixai ma mère, attendant qu'elle clarifie, qu'elle adoucisse, qu'elle dise qu'elle plaisantait. Elle ne le fit pas, qu'est-ce que cela signifie? Demandai-je. Elle haussa les épaules. Tu sais comment ça se passe, Ethan. Les gens se fiancent tout le temps. Ça ne marche pas toujours. On organisera une fête quand vous vous marierez vraiment. Si vous arrivez jusque-là. Si vous arrivez jusque-là, Julia se leva brusquement. Nous devrions y aller, dit-elle, la voix tendue. Je me levai avec elle. Jessica leva finalement les yeux, le visage rouge. Maman, qu'est-ce que c'était que ça? Ma mère interrompit. Réaliste. Je ne dis rien d'autre. Je pris la main de Julia et sortis de la maison. J'entendis mon père dire quelque chose derrière nous, mais je ne m'arrêtai pas pour écouter. Quand nous sommes arrivés à la voiture, Julia tremblait. Je suis tellement désolé, dis-je. Elle secoua la tête. Ne t'excuse pas pour eux. Je nous ramenai à mon appartement en silence. Pendant tout le trajet, les mots de ma mère tournaient en boucle dans ma tête. Si jamais ça l'est, si vous arrivez jusque-là. Pas de félicitations, pas de joie, juste du doute, déguisé en réalisme, livré avec un sourire qui n'était pas du tout un sourire. Ce soir-là, allongée dans le lit, Julia se tourna vers moi et dit « Nous n'avons pas besoin de là-bas ». Je la regardai. Quoi? Pour le mariage, dit-elle. Nous n'avons pas besoin de là-bas. Nous pouvons faire ça comme nous voulons, juste nous. J'y réfléchis. Aux années à être en second plan, au dîner de fiançailles pour Jessica avec 30 invités et du champagne, aux mots de ma mère au brunch, à la façon dont mon père n'avait rien dit, à la fatigue que j'avais d'attendre qu'il me voie. D'accord, dis-je. Julia embrassa mon front. D'accord. Et juste comme ça, le plan se forma, tranquille, des heures privées. Les semaines qui suivirent furent étranges. Je n'appelais pas mes parents. Ils ne m'appelèrent pas. Jessica envoya un texto une fois pour dire qu'elle était désolée de ce que maman avait dit, mais elle ne poussa pas la conversation plus loin.
Je ne répondis pas. Julia et moi avons commencé à organiser le mariage immédiatement. Elle avait toujours voulu quelque chose d'élégant mais d'intime. Je voulais quelque chose qui nous ressemble. Nous nous sommes mis d'accord sur une petite cérémonie, 50 invités, des gens qui s'en souciaient vraiment, des gens qui s'étaient présentés pour nous au fil des ans, des amis, la famille de Julia, quelques cousins de mon côté qui ne m'avaient jamais traité comme un bruit de fond. Nous avons engagé une organisatrice de mariage nommée Isabella, spécialisée dans les micro-mariages de luxe. Elle nous a fait visiter des lieux, et quand elle nous a montré Ashford Estate, nous avons tous les deux su. C'était un manoir privé à 2 heures au nord, entouré de jardins et de sentiers de pierre avec une serre en verre et en fer où se déroulerait la cérémonie. La salle de réception avait des plafonds voûtés et des lustres qui semblaient appartenir à un château européen. Le coût était important, mais j'avais bien économisé, et Julia et moi l'avons partagé. Isabella sourit lorsque nous avons signé le contrat. Ça va être magnifique. Elle a dit que ça le serait, et mes parents ne le verraient jamais. Je ne leur ai pas parlé du lieu. Je ne leur ai pas dit que nous avions fixé une date. Je ne leur ai rien dit. Quand ma mère a finalement appelé 3 semaines après le brunch, j'ai laissé le message sur la messagerie vocale. Elle a laissé un message, « Ethan, c'est maman. Je n'ai pas eu de nouvelles de toi depuis un moment. J'espère que tu n'es pas encore bouleversé par ce que j'ai dit. J'étais juste réaliste. De toute façon, la fête prénuptiale de Jessica est le mois prochain, et nous aimerions que Julia vienne si elle est libre. Rappelle-moi. » J'ai supprimé le message. Julia m'a demandé une fois si j'étais sûr de vouloir faire ça. Les éliminer complètement, même pas leur dire ? Oui, dis-je. Elle acquiesça. Elle ne demanda plus. Les invitations ont été envoyées 6 semaines avant le mariage, papier cartonné crème avec des lettres dorées, élégant, simple. Les noms de mes parents ne figuraient pas sur la liste. Ni celui de Jessica. J'ai inclus mes cousins Evelyn et Liam, qui m'avaient toujours traité avec respect. Je savais que la nouvelle finirait peut-être par revenir à mes parents, mais je m'en fichais. Au moment où ils l'apprendraient, il serait trop tard. Organiser le mariage est devenu une sorte de thérapie. Chaque décision que nous prenions ressemblait à une reconquête. Les fleurs, la musique, le menu. Le photographe que nous avons engagé était quelqu'un avec qui Julia avait déjà travaillé, une femme nommée Francesca, qui avait la réputation de capturer l'émotion dans chaque image. Quand nous lui avons dit que nous voulions que la journée soit magnifiquement documentée, elle nous a promis qu'elle le ferait. « C'est votre histoire, » dit Francesca. Je m'assurais qu'elle soit bien racontée. Je pensais à mes parents, aux doutes de ma mère, au silence de mon père, au dîner de fiançailles de Jessica avec 30 personnes, aux années à être la note de bas de page. Ce mariage ne serait pas une note de bas de page. Ce serait toute l'histoire, et il n'y serait pas. La veille du mariage, Julia et moi étions assis sur le balcon de notre suite d'hôtel près d'Ashford Estate. L'air était frais, les étoiles étaient sorties. Elle posa sa tête sur mon épaule. « Pas de regret ? » demanda-t-elle. « Aucun, dis-je, et je le pensais. » La journée était parfaite, anormalement chaude pour octobre, avec un ciel si bleu qu'il semblait irréel. Les jardins d'Ashford Estate étaient en pleine floraison, les feuilles des arbres commençant tout juste à virer au rouge doré. La serre brillait sous la lumière du matin, chaque vitre captant le soleil. J'étais dans la suite du marié avec mon témoin, un ami d'université nommé Blake, qui avait pris l'avion depuis Seattle. Il ajusta ma cravate pendant que je fixais mon reflet dans le miroir. J'avais l'air calme. Je me sentais calme. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. « Tu es prêt ? » demanda Blake. « Ouais, dis-je. »« Je le suis. » En bas, Julia se préparait avec ses demoiselles d'honneur. Je l'avais vue la veille, mais je savais qu'aujourd'hui elle serait radieuse. Elle l'était toujours. La cérémonie était prévue à 14 heures. 50 personnes, ni plus, ni moins. La liste des invités était restreinte, intentionnelle, pleine de visages que je voulais vraiment voir. À midi, les invités ont commencé à arriver. Le personnel d'Ashford les a accueillis avec des coupes de champagne et les a conduits dans les jardins pour une rencontre avant la cérémonie. Je regardais par une fenêtre au 2e étage alors que les gens qui m'étaient chers riaient et parlaient et prenaient des photos près de la fontaine. Ma cousine Evelyn était là avec son mari. Mon ami Gavin du travail. Toute la famille de Julia rayonnait d'excitation.
Pas un seul membre de ma famille proche, ni ma mère, ni mon père, ni Jessica. Cela aurait dû faire mal. Peut-être qu'une partie de moi pensait que ça le ferait, mais debout là, regardant la scène en contrebas, je ne ressentais rien d'autre que du soulagement. La cérémonie a commencé à 2 heures. J'ai descendu l'allée dans la serre au son d'un quatuor à cordes jouant quelque chose de doux et d'intemporel. Julia est apparue quelques instants plus tard, et toute la pièce a semblé retenir son souffle. Elle portait une robe qui semblait avoir été filée à partir de la lumière, ses cheveux retenus par de petites fleurs blanches, son sourire si éclatant qu'il me faisait mal à la poitrine. Quand elle m'a rejoint, elle a murmuré « Salut ». « Salut » ai-je murmuré en retour. L'officiant a parlé. Nous avons échangé nos vœux. J'ai promis de la choisir chaque jour. Elle a promis de construire une vie avec moi qui soit la nôtre, à l'abri des ombres et des doutes. Quand nous nous sommes embrassés, la pièce a éclaté d'applaudissements, et pendant un instant, le monde n'était que joie. La réception a eu lieu dans la grande salle du manoir. Des lustres scintillaient au-dessus de nos têtes. Les tables étaient dressées avec du linge de table ivoire et des arrangements de roses et d'eucalyptus. Le dîner a été servi en plusieurs plats, chacun plus élégant que le précédent. Des discours ont été prononcés. Blake a raconté une histoire sur la première fois qu'il a rencontré Julia et comment il a su tout de suite que j'étais amoureux. Le père de Julia m'a accueilli dans leur famille avec des mots qui m'ont serré la gorge. Evelyn s'est levée et a dit qu'elle était fière de moi et qu'elle avait toujours su que je méritais le bonheur. Personne n'a mentionné mes parents. Personne n'a demandé où ils étaient. C'était comme s'ils n'avaient jamais existé dans mon histoire. Nous avons dansé. Nous avons ri. Nous avons coupé le gâteau. Francesca, la photographe, s'est déplacée dans la foule comme une ombre, capturant tout. Elle m'a mis à l'écart à un moment donné et a dit « C'est magique, Ethan. » De la magie pure. Je la croyais. Au moment où la nuit s'est terminée, j'étais épuisé de la meilleure façon qui soit. Julia et moi étions debout sur les marches du manoir alors que les invités s'en allaient, nous faisant signe au revoir, embrassant les gens que nous aimions. Lorsque la dernière voiture a disparu dans l'allée, elle s'est tournée vers moi et m'a embrassé lentement. Nous l'avons fait, dit-elle. Nous l'avons fait, dis-je. Et nous l'avions fait. Sans eux, sans leur approbation, sans leur présence. Nous avions construit quelque chose de beau, et il n'y avait aucune part. 2 semaines après le mariage, Julia et moi sommes revenus de notre lune de miel au Portugal. Nous étions fatigués du soleil et heureux, nos téléphones pleins de photos, nos valises remplies de souvenirs. La vie semblait légère. Nous avons déballé lentement, nous permettant de reprendre nos habitudes. Un matin de jeudi, le téléphone de Julia a sonné pendant que nous préparions le petit déjeuner. Elle a répondu, a écouté, puis m'a regardé avec de grands yeux. « C'est Francesca », a-t-elle prononcé. J'ai baissé le feu et j'ai attendu. Julia a acquiescé plusieurs fois, a dit merci et a raccroché. Elle m'a regardé pendant un instant avant de parler. Francesca a soumis certaines de nos photos de mariage à Lux Venu Magazine. Elle a dit, ils veulent nous présenter. Je clignais des yeux. Quoi? C'est important, dit Julia, sa voix prenant de la vitesse. Ils font ces reportages sur des lieux de mariage exclusifs. Ashford Estate les a contactés il y a des mois pour essayer d'obtenir une couverture, mais ils sont très sélectifs. Francesca leur a parlé de notre mariage, a envoyé quelques photos, et ils ont adoré. Ils veulent faire un reportage complet. 6 pages, des photos, une interview avec nous sur la raison pour laquelle nous avons choisi le lieu, tout ça. Je me suis assis et j'ai posé la spatule. Quand sort le numéro la semaine prochaine? Julia a dit qu'il voulait nous interviewer demain. Nous nous sommes regardés puis, lentement, nous avons tous les deux commencé à sourire. Le lendemain, nous étions assis dans notre salon avec une journaliste nommée Diana et nous avons parlé du mariage. Elle nous a demandé comment nous nous étions rencontrés, pourquoi nous avions choisi Ashford, ce que représentait cette journée pour nous. Nous lui avons dit la vérité pour la plupart. Nous voulions quelque chose d'intime, quelque chose qui reflète qui nous étions. Nous n'avons pas mentionné ma famille. Nous n'avons pas mentionné l'exclusion. Nous avons juste parlé de la beauté de la journée, des gens qui comptaient, de la vie que nous construisions. Francesca a envoyé des dizaines de photos, la serre baignée de lumière dorée, Julia descendant l'allée, la salle de réception brillant sous les lustres, des gros plans des compositions florales, du gâteau, de nos mains entrelacées. Chaque image était magnifique.
Diana a souri en les faisant défiler sur sa tablette. Ce sera l'un de nos meilleurs reportages de cette année, dit-elle. Le magazine est sorti en kiosque le mardi suivant. Julia a pris 3 exemplaires en rentrant du travail. Nous nous sommes assis sur le canapé et en avons ouvert un ensemble. Le reportage était à couper le souffle. Le titre disait « Élégance intime, une histoire d'amour à Ashford Estate ». Nos noms étaient imprimés en dessous. Les photos remplissaient chaque page, chacune plus belle que la précédente. Il y avait une photo de Julia et moi debout dans les jardins, son voile flottant au vent. Une autre de la serre au crépuscule, des bougies scintillant sur chaque surface. Un gros plan de nos vœux manuscrits sur du papier crème. Et là, à la page 4, se trouvait le paragraphe qui comptait le plus. Ethan et Julia ont choisi Ashford Estate pour son exclusivité et son élégance intemporelle. Le lieu, qui accueille moins de 20 mariages par an, commence à $50 000 pour un événement d'une journée complète. Pour ce couple, cela valait chaque centime pour créer une journée qui reflétait vraiment leur amour et leur vision. $50 000, Julia lut la ligne à voix haute, puis me regarda. « Tu penses qu'ils vont le voir ?»« Ouais, dis-je. Je pense qu'ils le verront. » L'appel arriva 2 heures après que Julia ait lu cette ligne. Mon téléphone vibra sur la table basse. Je jetai un coup d'œil à l'écran. Maman. Je laissai sonner. Cela alla à la messagerie vocale. 10 secondes plus tard, il sonna à nouveau. Je le refusai. Un SMS arriva. Ethan, appelle-moi maintenant. Puis un autre. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu t'étais marié? Puis un autre. On a vu le magazine. Comment as-tu pu faire ça? Je posai le téléphone face cachée. Julia me regardait depuis le canapé, son expression illisible. Ça va, demanda-t-elle. Ouais, dis-je. Un autre appel, cette fois de Jessica. Je le refusai aussi. Puis mon père appela. J'éteignis complètement mon téléphone. Julia prit ma main. Ils vont continuer d'essayer. Laisse-les, dis-je, mais les messages ne s'arrêtèrent pas. Ils arrivèrent ensuite sur le téléphone de Julia. Jessica encore, puis ma mère. Julia les lut à voix haute, sa voix monocorde. Voici un message de ta mère, dit à Ethan de m'appeler. C'est ridicule. Nous sommes sa famille. Un autre de Jessica, je n'arrive pas à croire que tu t'es marié sans nous. Maman est dévastée. Papa ne veut même pas en parler. À quoi pensais-tu? Julia posa son téléphone. Tu veux que je les bloque? Pas encore, dis-je. Je voulais voir jusqu'où ils iraient. Le lendemain matin, ma mère se présenta à mon appartement. Je savais que c'était elle avant même d'ouvrir la porte. Les coups étaient secs, insistants, du genre qui exige l'attention. Julia me regarda depuis la cuisine. Je hochai la tête. Elle resta où elle était. J'ouvris la porte à moitié. Ma mère se tenait dans le couloir, son visage pâle, ses yeux rouges. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Ethan, dit-elle. Maman. Je peux entrer? Non. Sa bouche se contracta. Nous devons parler. Il n'y a rien à dire, dis-je. Tu t'es marié, dit-elle, sa voix s'élevant. Tu t'es marié et tu ne nous l'as même pas dit? Nous avons dû l'apprendre dans un magazine, Ethan. Un magazine? Ouais, dis-je. Elle me fixa. Comment as-tu pu faire ça? Nous sommes ta famille. Je m'appuyai contre le cadre de la porte. Tu m'as dit que tu ferais la fête quand ce serait officiel. Si jamais ça l'était, tu te souviens? Elle tressaillit. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Ouais, si, dis-je. Tu as douté de nous. Tu as clairement indiqué que mes fiançailles n'avaient pas d'importance, que je n'avais pas d'importance. Alors, j'ai décidé que tu n'avais pas besoin d'être là. Ce n'est pas juste. Juste, répétai-je. Tu as organisé un dîner de fiançailles pour Jessica avec 30 personnes au Waterford. Champagne, toast, un diaporama. Quand je t'ai dit que j'étais fiancé, tu as dit que ça marcherait peut-être. Peut-être. Tu as la moindre idée de ce que ça a fait? Elle ouvrit la bouche puis la referma, ses mains tordues l'une contre l'autre. Nous pensions que tu comprenais, dit-elle finalement. Jessica a toujours été. Elle a besoin de plus de soutien.
Tu as toujours été bien tout seul. Ce n'est pas du soutien, dis-je. C'est du favoritisme. Et j'en ai fini de faire semblant que ça ne fait pas mal. Alors tu nous as juste exclus, demanda-t-elle. Tu épouses l'amour de ta vie, et on ne peut même pas être là. C'est exact, dis-je. Ses yeux se remplirent de larmes. Ton père a le cœur brisé. Jessica aussi. Elle ne comprend pas. Aucun de nous ne comprend. Bien, dis-je. Maintenant vous savez ce que ça fait. Je reculai et fermai la porte. Elle frappa à nouveau, appela mon nom, mais je ne répondis pas. Finalement, j'entendis ses pas s'éloigner dans le couloir. Julia apparut à mes côtés. Elle ne dit rien. Elle me prit simplement dans ses bras, et je me laissai aller contre elle. Une semaine après que ma mère se soit présentée à mon appartement, Jessica appela. Cette fois, je répondis. Qu'est-ce que tu veux, dis-je. Je veux parler, dit-elle. Sa voix était calme, tendue. On peut se rencontrer? Juste nous deux. J'hésitais. Pourquoi? Parce que mon frère me manque, dit-elle. Et parce que je crois que je te dois des excuses. J'acceptais de la rencontrer dans un café près de mon bureau. Terrain neutre. Quand j'arrivai, elle était déjà là, assise à une table d'angle avec 2 tasses devant elle. Elle avait l'air fatiguée. L'assurance qu'elle affichait habituellement avait disparu. Merci d'être venu, dit-elle alors que je m'asseyais. Je ne répondis pas. J'attendais juste. Elle fit glisser une des tasses vers moi. Je t'ai pris un café noir. Je me souvenais. Je pris une gorgée. C'était encore chaud. Jessica croisa les mains sur la table. J'ai lu l'article, dit-elle. J'ai vu les photos. C'était magnifique, Ethan. Ça l'était. J'aurais aimé être là. Tu n'étais pas invité, dis-je. Elle hocha lentement la tête. Je sais, et je comprends. Je comprends. Tu comprends? Elle baissa les yeux sur sa tasse. Maman est un désastre. Elle pleure tous les soirs. Papa ne veut pas en parler. Il se renferme dès que ton nom est mentionné. Et j'ai l'impression que c'est de ma faute. Ce n'est pas ta faute, dis-je. C'est la leur, et un peu la tienne. Sa tête se redressa brusquement. La mienne? Tu n'as jamais rien dit, dis-je. Toutes ces années, tous ces dîners où ils m'ignoraient. Toutes les fois où ils t'ont choisi à ma place, t'ont donné des choses que je n'ai jamais eues, t'ont célébré d'une manière que je n'ai jamais connue. Tu l'as vu, tu le savais, et tu n'as jamais dit un mot. Je ne pensais pas, tu ne pensais pas que ça comptait, finis-je, parce que ça ne t'affectait pas, elle eut l'air d'avoir reçu une gifle. Ce n'est pas juste. C'est vrai. Elle resta silencieuse pendant un long moment. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine plus qu'un murmure. Tu as raison. Je clignai des yeux. Quoi? Tu as raison, répéta-t-elle. Je l'ai vu. Je savais qu'il te traitait différemment. Je savais que ça te faisait mal. Et je n'ai jamais rien dit parce que c'était plus facile, parce que j'aime être la préférée. J'aime l'attention, et je me suis dit que ça n'avait pas d'importance parce que tu avais l'air bien, mais tu n'allais pas bien. Et j'ai ignoré ça. Je la fixais. C'était la première fois qu'elle l'admettait à voix haute. Je suis désolée, Ethan, dit-elle. Je suis tellement désolée de ne pas t'avoir défendu, de ne pas t'avoir vu, de les avoir laissés te traiter comme si tu n'avais pas d'importance alors que tu comptais tellement. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle ne les essuya pas. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait lui pardonner. Une partie de moi voulait partir. Je me suis installé quelque part entre les deux. J'apprécie ça, dis-je, mais ça ne change rien à ce qui s'est passé. Je sais, dit-elle. Je voulais juste. Je voulais que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai fait, ou pas fait. Je hochai la tête. D'accord. On peut arranger ça, demanda-t-elle. Un jour, je ne sais pas, dis-je honnêtement. Peut-être, mais pas aujourd'hui. Elle hocha la tête, essuyant ses yeux. D'accord. Nous restâmes assis en silence pendant quelques minutes de plus. Puis je me levai. Prends soin de toi, Jessica, dis-je. Toi aussi, murmura-t-elle.
Je sortis du café et ne me retournai pas. Ce soir-là, je m'assis à mon bureau et j'écrivis une lettre, pas un email, une vraie lettre sur papier avec un stylo. C'était important de le faire de cette façon, de manière permanente. Je l'adressais à mes parents. Maman et papa, maintenant, vous avez vu l'article du magazine. Vous savez que Julia et moi nous sommes mariés. Vous savez que c'était magnifique, coûteux et tout ce que nous voulions. Vous savez aussi que vous n'étiez pas là. Je veux que vous compreniez pourquoi. Toute ma vie, j'ai été l'enfant que vous avez négligé. Celui qui n'avait pas besoin de vous parce que je n'ai jamais rien demandé. Celui qui a payé son propre chemin, a résolu ses propres problèmes et est resté silencieux quand ça faisait mal. Vous avez célébré Jessica pour tout, ses diplômes, ses fiançailles, son existence. Quand j'ai réussi quelque chose, vous avez acquiescé et êtes passé à autre chose. Quand elle a réussi quelque chose, vous avez organisé des fêtes. Quand je vous ai dit que j'étais fiancé, vous avez douté de moi. Vous avez dit que vous feriez la fête quand ce serait officiel, si jamais ça l'était. Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Ils m'ont dit que peu importe ce que je faisais, je ne serais jamais assez. Pas pour vous. Alors, j'ai décidé d'arrêter d'essayer. Julia et moi avons planifié un mariage qui reflétait qui nous sommes. Nous avons invité des gens qui nous aiment, des gens qui se sont présentés pour nous, des gens qui nous voient. Vous n'étiez pas sur cette liste parce que vous ne m'avez jamais vraiment vu. Vous avez vu le fil fiable, celui sur qui on peut compter, la solution de secours. Mais vous n'avez jamais vu Ethan. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez cela. Je ne m'attends pas à ce que vous vous excusiez, bien que Jessica ait essayé. Je n'attends plus rien de vous. C'est tout l'intérêt. Je construis une vie avec Julia. Une vie pleine de gens qui nous choisissent, qui nous célèbrent, qui ne mesurent pas notre valeur par comparaison. Vous ne faites pas partie de cette vie. Pas parce que je vous déteste, mais parce que je mérite mieux. J'espère qu'un jour vous réaliserez ce que vous avez perdu. Ethan, je pliai la lettre, la mis dans une enveloppe et l'adressai. Le lendemain matin, je l'envoyai par la poste. Je n'attendis pas de réponse. 3 mois après le mariage, Julia et moi avons acheté une maison. Elle était petite mais à nous, une petite maison avec une cour arrière et un porche où nous pouvions nous asseoir le soir et regarder le coucher du soleil. Nous avons peint les murs de couleur douce. Nous avons accroché des photos du mariage. Nous avons rempli les pièces de meubles que nous avons choisies ensemble. Un samedi matin, alors que nous plantions des fleurs dans le jardin, mon téléphone vibra. Un SMS de Jessica, j'ai vu que tu as acheté une maison. Félicitations. Je le pense. Je le lus 2 fois, puis posai le téléphone. Qu'est-ce qu'il y a, demanda Julia, ses mains couvertes de terre. Jessica, dis-je. Tu veux répondre? J'y pensais. Puis je pris le téléphone et répondis. Merci. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas une invitation à revenir dans ma vie, mais c'était une reconnaissance. Un petit pas vers quelque chose qui pourrait un jour ressembler à la paix. Julia me sourit. Ça va? Ouais, dis-je. Ça va. Et c'était le cas. Pour la première fois de ma vie, je construisais quelque chose qui était à moi. Pas mesuré par rapport à Jessica. N'attendant pas l'approbation de mes parents. Juste à moi. L'article du magazine avait fait plus que révéler mon mariage à ma famille. Il m'avait montré, ainsi qu'à eux, que je n'avais pas besoin de leur validation pour avoir de la valeur. J'avais toujours eu de la valeur. Ils n'avaient juste jamais pris la peine de le remarquer. Maintenant, debout dans le jardin de la maison que j'ai achetée avec ma femme, entouré de la vie que nous étions en train de créer, je réalisais quelque chose. Je n'avais plus besoin qu'ils le remarquent. J'étais libre.